Bonsoir. La crise sanitaire n'a pas encore dit son dernier mot. Son impact sur l'économie mondiale se fait toujours ressentir. Après une petite accalmie, ces nouvelles vagues de contamination inquiètent vraiment. C'est encore l'incertitude, au point où certains observateurs n'hésitent pas à parler d'une ère post-Covid. Les conséquences d'aujourd'hui sont-elles plus importantes que celles du tout début de la crise? Nous poserons la question à nos invités que je vous présenterai dans un instant. L'État, dans tout cela, je devrais dire les États avec leurs banques, leur système fiscal. Chaque pays a eu sa propre politique pour y faire face. Qu'en est-il de l'Algérie? Avons-nous appris la leçon? Ce contexte pandémique a considérablement augmenté le sentiment protectionniste. Nous assistons ainsi à une remise en cause de la mondialisation qui pousse certains à parler carrément de relocalisation. L'émission d'aujourd'hui est intitulée Covid, déséquilibre de l'économie mondiale. Bienvenue dans Insight. Rachid Sekak, vous êtes expert financier, ancien CIO de HSBC Algérie, consultant senior banque et finance. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Slim Othmani, président NCA Wiba, président, plus du tout, ex-président, président CARE, club d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Bonsoir et merci également d'être avec nous. Merci. Alors, l'impact du Covid sur l'économie mondiale, particulièrement ressenti durant le second semestre avec deux nouvelles vagues ravageuses, l'été et l'automne. Ceux qui pensaient avoir fini avec la crise sanitaire, finalement, n'ont pas eu raison. Rachid Sekak. Effectivement, on reste suspendu aux évolutions sanitaires. Et je pense qu'il est un peu tôt pour parler de la fin du Covid ou de la sortie du Covid. Mais très clairement, une chose reste certaine. L'équation sera complexe et les risques restent très très forts. Alors on est un petit peu dans la situation où on a eu un tremblement de terre et on est en train de subir les répliques. Et quand il y a un tremblement de terre, on remet en place les plaques tectoniques et de là sort, plus de stabilité et un système un peu différent, un peu réorganisé. Alors la réorganisation va être complexe, tout simplement parce que on est dans un univers d'interdépendance qui reste très étroite. On est dans un univers où, malgré tout, il y a des tensions commerciales qui sont très fortes et qui ont été de plus exacerbées par la crise du Covid. Alors très clairement, dans ce nouvel ère qui arrive, le rôle des États sera crucial. Slim Othmani, votre avis également sur la question? D'abord, il faut avoir une boule de cristal, franchement, pour pouvoir dire si on en a fini ou on n'en a pas fini. On n'est pas expert, enfin du moins, moi je ne suis pas du tout expert du domaine. Je suis comme le commun des mortels, observateur, et j'ai subi cette crise sanitaire, tant au niveau physique qu'au niveau des entreprises dans lesquelles je suis. Donc je ne peux que me satisfaire d'une chose, c'est qu'il y a un grand dénominateur commun à tout ce qui se passe dans le monde, c'est la résilience, puisque c'est devenu, c'est vrai, le mot à la mode, mais il traduit parfaitement la capacité de l'humanité à surmonter des événements aussi violents et aussi durs. Maintenant, que va-t-il se passer par la suite? Franchement, il faudrait être, encore une fois, devin pour pouvoir dire est-ce que la crise est derrière nous ou est-ce que nous allons encore subir des contre-coups aussi violents que ceux qu'ils étaient au début. Quoique je ne pense pas qu'ils seront aussi violents puisque beaucoup a été appris au cours de ces premiers mois de crise. D'accord, alors ceux qui parlent d'une nouvelle ère post-Covid, avec toute cette incertitude, est-ce qu'aujourd'hui on a le droit vraiment de traiter ou de qualifier les choses de cette manière? Alors, votre formulation est tout à fait appropriée parce que plutôt que de parler de la sortie du Covid, je pense qu'il est plus approprié de parler d'une entrée dans un après-Covid, ce qui est un peu différent. Alors,
qualifier l'ère post-Covid d'incertaine et d'incertitude, vous avez parfaitement raison. Les incertitudes persistent, elles existent, et un effort très important devra être déployé pour trouver la voie vers un nouvel équilibre, vers de nouveaux modes, vers de nouveaux modèles, etc., etc. Alors, le souci dans tout ça, c'est que les variables d'action seront contradictoires. Les variables d'action seront contradictoires et nous avons de très nombreux sujets qui sont sur la table. Ces sujets ont été renforcés avec un niveau de prise de conscience beaucoup plus important qu'avant le Covid, et donc il faudra les prendre en charge, parce que sans cette prise en charge de ces sujets de préoccupation, je vois pas comment on pourra reformer les choses. Alors les questions qui restent importantes, c'est quelle sera la trajectoire de la croissance mondiale? Quelle sera la trajectoire de la croissance mondiale? Comment on devra prendre le souci du vieillissement démographique, qui était déjà un souci avant le Covid? Comment on pourra réduire les inégalités de revenus et la forte concentration des revenus qui en découle? Il faudra aussi prendre en charge la question du changement climatique, avec ce qui est relié à ce sujet, c'est-à-dire la transformation énergétique et écologique. Et bien évidemment, se posera assez rapidement la question de la gouvernance locale et de la gouvernance mondiale. Quelles réformes devra-t-on mener par exemple sur la fiscalité internationale, pour éviter les dégâts qui ont été causés, notamment par le dumping fiscal. Donc vous voyez, les questions sont très importantes, et elles existaient, mais le Covid a renforcé la prise de conscience de l'importance de ces sujets. Slim Othmani, en tant que chef d'entreprise, vous sentez cette incertitude qui règne partout dans tous les secteurs d'activité? J'ai pas envie de parler d'incertitude. J'ai plutôt envie sur certains points, je rejoins Rachid évidemment, et sur tous ces questionnements que l'on se pose tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la gouvernance des États, etc. Mais je pense davantage qu'on est face à la naissance d'un nouveau modèle, parce que le modèle dans lequel on était est insoutenable pour l'humanité. Il y a consensus autour de cette question, même si le sujet a été traité en priorité par les pays occidentaux. Je pense que même nous, dans les pays émergents, on se rend compte évidemment que le modèle économique auquel on aspire tous, malheureusement, est insoutenable pour l'humanité. Donc, de mon point de vue, c'est que on est face à une situation où il va falloir beaucoup de patience, beaucoup de pragmatisme et beaucoup de professionnalisme. Je rejoins Rachid sur tous les points de gouvernance locale, de gouvernance mondiale, etc., de réduction des inégalités. Oui, mais tout ça va prendre du temps à se mettre en place, et il ne pourra se mettre en place correctement que s'il y a les facteurs patience, pragmatisme, professionnalisme, dialogue dans les sociétés civiles. Il faut que les gens parlent, échangent. On n'est plus dans un modèle qui va autoriser des prises de décision, on va dire, entre guillemets, et je vise personne, rassurez-vous, des prises de position ou des choix autoritaires pour une société. Ça va être des choix assumés par la société. C'est pour ça, beaucoup de patience, beaucoup de pragmatisme, beaucoup de professionnalisme et beaucoup d'engagement de la part des sociétés civiles du monde entier, je ne parle pas uniquement de la nôtre. Et la véritable question, c'est que cette histoire de nouveaux modèles, elle est difficile à raconter aux pays émergents, parce qu'ils n'ont pas vécu, ils ne sont pas encore en plein dans ce qu'a vécu le monde occidental, et tout le monde y aspire, et c'est le rêve de beaucoup de jeunes, à voir exactement tout comme le monde occidental. Donc cette histoire va être difficile à raconter, donc c'est pour ça qu'il va falloir énormément dialoguer et
commencer à installer le modèle, ça va prendre du temps. Alors, messieurs, la chute du PIB mondial a été moins forte que prévu, en tous les cas de ce qu'elle a été annoncée, presque 2 années après la crise. Est-ce qu'à votre avis, cette tendance risque-t-elle de changer avec ces nouvelles vagues de contamination que nous connaissons aujourd'hui? Vous avez raison. Effectivement, le choc a été moins grave que l'impact initial ne l'avait laissé craindre. Si on s'en réfère, par exemple, au Fonds monétaire, le Fonds monétaire prévoyait une baisse de la croissance mondiale d'à peu près 5% pour 2020. On a observé qu'une baisse d'à peu près 3%. Donc, j'allais dire, la réaction qui a été, la réaction des États a été efficace en ce sens qu'elle a limité la casse. Je pense objectivement que le gros du problème est derrière nous. Je pense que le gros du problème est derrière nous, mais le rebond sera très certainement chaotique. Une certitude néanmoins, c'est que en cas de besoin, les interventions étatiques continueront. Et on va revenir sur ce point dans un petit moment. Alors, Covid comme élément déclencheur d'une crise économique qui devait tout de même éclater. Vous en pensez quoi, Slim Othmani? C'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Oui, c'est révélateur d'un modèle qui est totalement insoutenable pour l'humanité, insoutenable même pour des pays comme nous. Et je vous disais il y a quelques secondes, une histoire difficile à raconter à des pays émergents, à une jeunesse qui aspire à la modernité, qui aspire à tout avoir aujourd'hui et pas demain, et une jeunesse impatiente. C'est tout à fait normal. On ne peut pas leur reprocher Est-ce que la crise sanitaire n'a pas fait que accélérer cette... Oui, la crise sanitaire l'a certainement accéléré. On va pas le nier, mais le train était déjà en marche. Et donc, que ça ait accéléré, qu'est-ce que ça va changer? Le plus important, c'est dans combien de temps ou quand on va prendre conscience dans certains pays qu'il faut changer de modèle, quand est-ce que ce modèle va se mettre en place, quand est-ce qu'on va commencer à réfléchir à toutes ces lois qui régissent notre fonctionnement, notre économie, notre environnement, notre énergie, notre eau, notre alimentation. Tout ça doit changer. Je vous le disais il y a quelques instants avant d'entrer dans l'émission, les 3 piliers que sont l'eau, l'énergie et la nourriture. On a la chance d'être en Algérie et je découvre que l'Algérie regorge de ressources en eau, contrairement évidemment à la croyance populaire. L'Algérie a beaucoup d'eau. Vous parlez de la nappe phréatique surtout. On parle de nappe phréatique. L'Algérie dispose de beaucoup d'eau, mais cette eau-là, pour y avoir accès, il faut des moyens, il faut de l'infrastructure, il faut des hommes, il faut du savoir-faire, etc. C'est des politiques qui doivent se mettre en place et donc ce sont des décisions politiques fortes. On a de l'énergie, on peut aller vers une transition énergétique rapide dans le pays, enfin rapide, qui va nécessiter aussi de gros moyens, de l'infrastructure, des hommes, du savoir-faire. Donc cette capacité d'absorption de notre économie pour adresser déjà les problèmes de l'eau et les problèmes de l'énergie, il faut qu'on y pense et je suppose qu'il doit y avoir certainement des stratèges ou des compétences nationales qui sont dans la prospective et qui sont capables de dire est-ce que nous avons la capacité d'absorber tout ça, ce type de projet, oui, non. Si oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis c'est ça la feuille de route. Maintenant, pour ce qui est de l'alimentaire, là aussi, il va falloir avoir une feuille de route claire. Une fois qu'on a ces 3 piliers, tout le reste, on peut le dérouler tranquillement. Je reviens à la question, Rachid Seka, Covid comme élément déclencheur. Peut-on réellement dire que ça devait être comme ça? Ahmed, le sous-entendu de ta question n'est pas faux. C'est-à-dire que je le formulerai un petit peu différemment, en ce sens que le Covid a amplifié des éléments de crise qui existaient avant 2019. En effet, quand on regarde un peu l'évolution de l'économie mondiale depuis le krach de 2008, la croissance mondiale était beaucoup moins forte, notamment à cause d'un certain nombre de facteurs démographiques et notamment à cause de l'absence de gains de productivité suffisants. Donc on était déjà dans une croissance économique très très faible. Après,
on avait cette contradiction très claire qui apparaissait. Certains parlaient, comme Laurence Sommer, de stagnation séculaire. C'est qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans le système, en ce sens que l'inégalité des revenus menait à une concentration des revenus très forte, et donc ça induisait de facto une demande trop faible, qui induisait un investissement trop faible pour absorber l'épargne croissante. Donc l'inégalité dans les revenus était un frein évident à la croissance. Et la deuxième chose qui existait déjà en 2019, c'est que très clairement la rivalité USA-Chine, elle était déjà latente. Elle s'est exacerbée pendant le Covid, mais elle était latente. Donc oui, le Covid a amplifié des éléments de crise qui existaient préalablement. D'accord. Vous parlez des États et je vous pose la question. On a assisté finalement à une intervention des États. Elle était rapide, elle était massive. Jusqu'où irons-nous avec ces interventions des États, toujours face à ce contexte pandémique ? Alors, le choc, il a été violent. D'accord, le choc a été violent, mais force est de constater que les interventions étatiques et les soutiens publics ont été, comme vous l'avez dit, rapides et massifs, à la fois au plan budgétaire et au plan monétaire. Au plan budgétaire, qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé des plans d'aide rigoureux qui ont été déployés à la fois en direction des entreprises et en direction des ménages. Très clairement, une certaine orthodoxie qui était à la mode a été remise en cause. L'une des conséquences, bien évidemment, de cette politique, c'est que on a une explosion des déficits publics au niveau mondial et on a une forte hausse des dettes au niveau mondial. À titre indicatif, les déficits mondiaux en termes de budget sont passés en moyenne de 3,6 en 2019 à 10,8 en 2020. C'est un triplement des déficits budgétaires et au même moment, le ratio des dettes par rapport au PIB dans le monde en moyenne est à 124%. On verra tout à l'heure que ça nous donne un petit peu de marge en ce qui concerne notre pays. Alors, au plan monétaire, qu'est-ce qui s'est passé ? Au plan monétaire, il y a eu tout azimut des politiques monétaires non conventionnelles. Alors, des politiques monétaires non conventionnelles dont on pourra parler un peu plus tard, mais la conséquence de tout ça, c'est qu'au jour d'aujourd'hui se posent deux questions fondamentales. Pour les politiques et pour les économistes, c'est quelle est la soutenabilité de ces dettes ? Et deuxième question, c'est de quelle manière on va devoir les gérer ou les digérer. Bien évidemment, ça pose grosso modo la question du chemin que l'on devra prendre pour gérer cette dette. Et il y a deux alternatives. C'est soit l'austérité, soit la croissance. Et à court terme, je pense que l'intervention des États, en cas de besoin, continuera. Slim ? Oui, sur ce point, effectivement, c'est extrêmement important de noter l'engagement des États vis-à-vis du monde de l'entreprise. Malheureusement, pour ceux qui ont eu les moyens, beaucoup d'États étaient en difficulté financière, beaucoup de gouvernements étaient en difficulté financière et n'ont pas pu réellement répondre comme beaucoup d'autres pays. Nous-mêmes, en Algérie, nous avons vu que la réponse a tardé à venir, premièrement. Deuxièmement, elle a ciblé essentiellement en contradiction avec le discours politique ambiant, elle a ciblé en priorité les entreprises publiques. Donc il y a eu une ségrégation entre public et privé qui n'avait pas réellement lieu d'être. Et on a sacrifié en fait des entreprises et des emplois. Je pense que l'État n'avait pas le choix. Son arbitrage, il l'a fait. En toute âme et conscience, mais probablement qu'on aurait pu d'abord en parler ensemble et on aurait trouvé une voie intermédiaire qui aurait été plus soutenable pour les entreprises. On en reparlera après. Comment on va sortir maintenant
les entreprises qui ont survécu à ce tsunami, comment on va les sortir maintenant de cela? Moi, encore une fois, on a essayé au niveau de Caire, on a travaillé à comparer tout ce qui a été fait dans le monde. On a beaucoup tardé. On a beaucoup tardé à réagir. Je pense qu'il y a aussi certaines, on va dire, dogmatismes qui sont installés ou certaines habitudes qui sont installées où le secteur privé en Algérie garde toujours cette connotation péjorative. Et donc, c'est celui qui ne mérite pas une aide. Quelque chose, qui ne mérite pas. Il est non méritant. C'est celui qu'on doit punir, c'est celui à qui on doit faire mal. C'est en train de changer. On le voit, il y a de plus en plus de messages forts à l'attention, évidemment, de l'administration pour dire, écoutez, il faut changer. Et arrêter cette dichotomie. Cette dichotomie. Il y a des messages forts, mais il y a aussi des messages contradictoires. Donc cet équilibre, il va falloir véritablement se pencher sur cette question parce que le Covid a mis en lumière réellement cette dichotomie entre le public et le privé. Quid de l'Algérie, Rachid Sekkak, sur cette question des soutiens, des aides de l'État? Écoutez, le Covid est venu aggraver une situation qui était déjà très fragile. D'accord. En 2019, on était déjà en crise depuis 2014. En 2019, vous avez tous suivi les événements politiques qui ont traversé le pays. Avec un impact sur l'économique, forcément. Et on avait déjà un déficit budgétaire qui s'était envolé. On avait déjà utilisé très fortement la politique de financement non conventionnel du budget, puisqu'on était déjà, si mes souvenirs sont bons, à une utilisation de plus de 8 000 milliards de dinars. Donc très clairement, les marges de manœuvre du gouvernement étaient réduites. Et pour l'Algérie, très clairement, le Covid est venu aggraver une situation économique qui était déjà très très fragile. Ça dépend des pays, ça dépend des régions. On n'a pas agi de la même manière en Europe qu'en Asie, qu'en Amérique ou qu'en Afrique. Globalement, c'est des soutiens extrêmement forts et relativement, on va dire, très très importants, quasi sans limite, on peut dire, dans certains cas. D'où ma question à Rachid, j'ai envie de lui poser une question, puisque... on en débat. C'est pas mon domaine, évidemment, la finance et le monde de l'entreprise. Rachid, est-ce que les États peuvent faire faillite? Les États, je ne crois pas à la faillite des États. Je ne crois pas à la faillite des États. Alors pourquoi? Parce que nous sommes dans une ère d'argent gratuit. Et les politiques monétaires non conventionnelles ont eu un rôle très très important. Alors bien évidemment, dans la gestion de la crise, le rôle des banques centrales a été fondamental. Le rôle des banques centrales a été fondamental. Elles ont été le moteur anti-crise. Et elles ont mis en œuvre une chose qu'on appelle l'hélicoptère monétaire. L'hélicoptère monétaire, c'est qu'on a injecté toute la liquidité qui était nécessaire pour empêcher la destruction, des appareils de production. Alors, bien évidemment, ça partait d'un principe assez simple, c'est que il serait impossible de relancer la machine avec des cadavres. Il serait impossible de relancer la machine avec des cadavres, et donc il fallait sauver les entreprises. Et à partir de là, on a mis en place une politique monétaire très très accommodante, dont le principal axe était tout simplement le rachat des titres publics, ou même le rachat de certains types d'entreprises par les banques centrales. Alors, force est de constater que ça a permis de réduire le choc de l'activité, de réduire la chute de l'activité, et bien évidemment, j'allais dire, de rendre possible un fort rebond dès qu'on sortait, j'allais dire, des confinements. Alors, en plus, un peu partout,
on a maintenu les taux d'intérêt proches de zéro. Quelquefois, on les a même rendus négatifs. Donc, la monnaie n'était pas uniquement un voile pendant cette crise économique. Ah, vous expliquez tellement bien les notions économiques, j'ai envie de profiter de l'occasion et de rajouter une couche. Là, je vous cite, vous parlez d'une ère de l'argent gratuit avec les politiques monétaires non conventionnelles. Comment vous pouvez nous expliquer ça simplement et schématiser la chose pour que les téléspectateurs comprennent? Les politiques monétaires non conventionnelles, c'est que, grosso modo, on inonde l'économie de liquidités pour éviter que les entreprises fassent faillite et on finance le déficit budgétaire par le rachat par les banques centrales des titres publics qui matérialisent l'augmentation du déficit budgétaire. C'est un peu ça. Donc ça a quand même, on pourra en parler plus tard, ça a quand même conduit à une refonte totale, du rôle et de l'orthodoxie qui était celle accordée aux banques centrales. Slim, encore un point sur cette question avant de passer à autre chose? Pour moi, c'est tout à fait clair. Au contraire, quand on voit arriver de l'argent dans le monde de l'entreprise, on est évidemment content. Quand on parle d'argent gratuit, on parle de taux d'intérêt, comme on disait Rachid, à 0%, voire même négatif. On n'en a pas bénéficié malheureusement chez nous. On a bénéficié de quelques moratoires timides qui créaient plus d'incertitudes, puisqu'on disait c'est valable 6 mois. Et après, c'est peut-être reconduit. Oui, non, ça va dépendre de la crise, mais ça marche pas comme ça, une entreprise. Une entreprise a besoin d'une visibilité un peu plus longue. C'est sur du 4-5 ans. Donc si on prête de l'argent aujourd'hui parce qu'il y a le Covid, il faut le prêter à un taux d'intérêt quasiment écrasé, donc peut-être à zéro, voire même négatif. Pour relancer l'économie et l'investissement. Pour relancer l'économie, l'investissement, c'est un moteur essentiel de la croissance. Si on est dans une logique de croissance, la vraie question, est-ce qu'on est dans une logique, comme disait Rachid tout à l'heure, est-ce qu'on est dans une logique de taqashuf, d'austérité, d'accord? Il semblerait que le fait qu'on travaille trop sur les importations, et donc on impacte l'outil de production en pressant vraiment sur le bouton des importations tel qu'on est en train de le presser, on est dans une politique d'austérité, ça veut dire qu'on est dans une politique de baisse de la consommation volontaire, et à partir de là, tout est possible parce que là, on rentre dans un cycle véritablement infernal parce que le pouvoir d'achat va s'effondrer, et il s'est déjà effondré. Donc ce scénario, on va en parler un peu plus tard, je pense, dans les prochaines questions que vous aurez à nous poser, mais moi, je suis inquiet de cela. Je suis inquiet du fait qu'on ait une vision extrêmement court-termiste qui est complètement alignée sur le calendrier voulu par le Covid. Donc, on est en train de travailler exclusivement sur du 6 mois. Chaque 6 mois, on va revoir notre copie. On ne peut pas bâtir une économie performante si on est sur un horizon 6 mois. En revanche, si on dit qu'on va travailler sur 4-5 ans, voire même plus pour des grands projets d'infrastructure, c'est autre chose. D'accord. Je repose une question à Rachid Seka, puisqu'il est féru de ce genre de questions. Concernant le système financier mondial, allons-nous assister à une refonte des banques centrales? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser déjà ce genre de questions? Écoutez, soyons très clairs, la refonte des banques centrales a déjà eu lieu. Bien sûr. D'accord ? Je vous pose une question très simple. Je vous renvoie à votre question. Tout simplement, qui parle aujourd'hui d'indépendance des banques centrales? Qui? Plus personne. Plus personne parle de l'indépendance des banques centrales. Les banques centrales sont très clairement sous le contrôle du pouvoir politique. Les banques centrales sont sous contrôle du pouvoir politique et la politique monétaire, à présent, a très clairement une forte dominance fiscale. Puisqu'il s'agit de monétiser les dettes publiques et de financer les dépenses publiques par la création de monnaie. Donc la gestion du budget passe à présent par les banques centrales. La révolution a déjà eu lieu. La révolution a déjà eu lieu. Elle va s'amplifier.
Elle va s'amplifier parce qu'il y a d'autres sujets de préoccupation qui devront être pris directement ou indirectement par les banques centrales. Je pense notamment aux questions climatiques, c'est-à-dire que l'empreinte carbone, les questions climatiques seront introduites dans les stratégies de politique monétaire. Et puis, très clairement, les opinions publiques au jour d'aujourd'hui sont plus sensibles à un certain nombre de sujets qu'avant le Covid. La population est plus sensible au volet environnemental. La population est plus sensible au volet finance responsable. Il va bien falloir que les banques centrales revoient un petit peu leur manière de faire face à la montée des préoccupations sur ces sujets principaux. Il y a un autre sujet qui émerge et qui va très probablement influencer l'attitude des banques centrales. À ce jour, je suis incapable de vous dire comment, c'est les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, ça va être un sujet de préoccupation ou pour les banques centrales, soit un sujet de préoccupation, soit une opportunité. Je suis incapable de vous dire à ce jour dans quelle direction... Le dossier reste complexe dans quelle direction elles vont s'orienter. On n'arrive pas vraiment à cerner les choses. J'espère à ce sujet sur les crypto-monnaies, j'espère que rapidement, en Algérie, on va revoir notre copie, d'avoir légiféré très rapidement, sans comprendre le problème, sans comprendre le sujet. Au niveau de CARE, du think tank CARE, on a organisé une rencontre pour expliquer les crypto-monnaies, le bitcoin et la blockchain. Malheureusement, légiférer aussi rapidement pour condamner à la prison des gens qui auraient des crypto-monnaies, je pense que ça a été véritablement mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. C'était trop tôt. Personne ne comprenait. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'a pas encore compris que déjà, on a pénalisé l'acte de posséder une crypto-monnaie. Donc j'espère que ça va être rapidement retiré, que ça ne figurera plus dans les textes. Et puis on y pensera et on travaillera à avoir un texte, comme tous les pays du monde, qui va certainement légiférer autour de la détention de crypto-monnaies. C'est tout à fait normal. Rachid Seka, que je reviens aux répercussions sur le niveau de salaire, sur l'inflation, vous en parlez, niveau monde, mais aussi l'Algérie. Inévitablement, notre pays sera touché. Écoutez, notre pays est actuellement à la recherche d'un nouveau régime de croissance. Objectivement, le contexte actuel complique l'exercice et il ne nous est pas favorable, contrairement à ce que certains peuvent comprendre. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas un acteur des réorganisations mondiales. Mais il est certain que ces réorganisations mondiales, les contre-coups de ces réorganisations mondiales, nous les subissons et nous allons les subir. Alors, analysons les choses de manière méthodique. Nous avons au niveau de la balance des paiements un compte de capital qui est fermé. Donc on n'est pas concerné par les mouvements de capitaux spéculatifs. Donc l'Algérie, elle est dans la mondialisation uniquement par ses flux de commerce extérieur. Dans ce cadre, il faut rappeler que notre pays est fortement dépendant du flux d'importation pour son alimentation. Il est aussi fortement indépendant pour l'approvisionnement de son appareil de production. Alors regardons ce qui se passe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a une forte poussée des prix internationaux, à la fois des matières premières, à la fois des produits alimentaires, et une poussée remarquable de la part du fret, du coût de transport maritime. Je vais vous donner un certain nombre de données qui apparaissent dans une étude récente faite par l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Algérie, Mohamed Laksassi, qui, sur la base de données de la FAO et de la Banque mondiale, essaye de donner une idée de l'inflation qui arrive. Alors, le prix des céréales au niveau mondial est en hausse de 22%. Le blé, lui seul, est en hausse de 38%. Les huiles végétales sont à plus 60%. Le sucre est à plus 40%.
Les produits laitiers sont à plus 15,5%. Alors, on ne parle pas d'autres produits de base, comme le bois, les métaux ferreux, les matières plastiques, les semi-conducteurs. Le risque, il est clair pour nous. Le risque, il est, à mon avis, inéluctable. C'est que nous allons avoir une inflation par les coûts très importante. Nous allons avoir une inflation par les coûts très importante, notamment une inflation par les coûts importés très importante, et qui risque, en plus d'être compliqué par un ajustement du taux de change qui s'annonce. Alors, par rapport à ce phénomène inflationniste, qui est quasi inéluctable, soyons très clairs, quasi inéluctable, espérons qu'il ne sera pas amplifié par une spirale tout à fait classique en matière d'économie entre les prix et les salaires, ce qui induirait un complément d'inflation salariale. D'accord ? Souvenons-nous de ce qui s'est passé en 2012, où l'inflation a été quasiment de 9%. Très clairement, les arbitrages monétaires qui devront être rendus seront très très complexes, et la Banque centrale d'Algérie et le ministère des Finances n'auront pas la tâche très facile. Alors, à contrario, oui, il y a eu une envolée du prix des hydrocarbures, qui est une matière première comme les autres. Mais à ce niveau-là, nos marges de manœuvre sont très plus réduites pour tirer avantage de cette augmentation des prix. Hein. On a très clairement une offre de pétrole et de gaz qui est une offre contrainte, et nous avons en plus dans le volet contractuel qui nous lie aux exportations des éléments qui ne nous sont pas favorables. On manque d'agilité au niveau des exportations. Alors, le seul élément potentiel le seul élément favorable potentiel que je peux anticiper, c'est la hausse attendue du dollar, parce que très clairement, il va y avoir une hausse du dollar du fait du décalage de croissance qui va arriver entre les États-Unis et l'Europe. Mais je nuance quand même cette affirmation, parce que historiquement et dans le long terme, une hausse du dollar, c'est toujours traduit par une baisse du pétrole. Voilà. Donc on peut pas gagner sur tous les tableaux. Alors, Sim Otmani, je vous passe directement à présent la question. Oui, vous voulez rebondir sur un point ? Je voudrais juste rebondir très rapidement. Quand Rachid décrit la situation de l'Algérie, c'est effectivement une situation extrêmement complexe. Mais ce que nous observons une focalisation extrêmement forte sur l'investissement et sur l'exportation. Donc, vite, il faut investir tout de suite, ou vite, il faut exporter massivement. Exporter, ça ne s'improvise pas. Il faut avoir les produits, il faut avoir la compétitivité. Dans le contexte actuel, nous avons quelques produits, mais c'est pas ces produits-là qui vont apporter une réponse. Ça se construit par l'investissement, ça se construit par la connaissance, ça se traduit par les ressources. Et une étude de marché à l'international. Et s'arrimer aux chaînes de valeur mondiales, ça coûte de l'argent. C'est comme du marketing. Ça veut dire qu'il va falloir dépenser de l'argent pour s'accrocher à une chaîne de valeur. Donc, le fait de s'accrocher à une chaîne de valeur prend du temps. Quand on parle d'investissement et quand on parle d'exportation, on n'est pas sur des horizons à 6 mois qui vont apporter une réponse à tous ces déficits et cette situation que nous vivons. Donc on est plutôt sur des horizons de 5 ans, 6 ans et plus. Donc il faut regarder les choses autrement. Malheureusement, je ne prononcerai pas la phrase, puisque personne ne veut comprendre qu'il va falloir à un moment donné se pencher sur l'endettement de l'Algérie. Il va falloir probablement se poser cette question. Peut-être que Rachid pourrait nous en dire un mot très rapidement, parce que c'est une question fondamentale qui va être posée sur la table demain. Comment éviter tout ça ? Comment accélérer les processus ? Quand on parle d'attirer des investisseurs nationaux, mais les investisseurs nationaux n'ont pas forcément du savoir-faire. Quand j'ai entendu parler des 2500, je sais pas, ils ont parlé de 2500 projets bloqués. Les 2500 projets bloqués ne vont pas donner d'abord leurs effets, un. Deuxièmement, sur ces 2500 projets, combien vont-ils consommer ? Combien vaut-il consommer d'intrants importés ? Parce que notre économie est extravertie, donc forcément, nous allons consommer davantage de devises pour répondre, évidemment,
aux besoins locaux. On va répondre peut-être à un besoin d'export avec ces 2500 projets. Dans quel secteur d'activité sont-ils? Sont-ils dans des secteurs d'activité déjà saturés? Car il y a beaucoup d'investissements MeToo, c'est-à-dire copier ce qui fait l'autre, et ce sont des investissements qui sont totalement contre-productifs, qui sont morts déjà dès le départ. Donc il y a un travail qui a certainement été fait, je n'en ai aucune idée, d'analyse de ces investissements par secteur. Est-ce qu'on a un mapping des investissements qui ont été réalisés en Algérie par chaîne de valeur? Est-ce qu'on a un choix de chaîne de valeur à laquelle l'Algérie voudrait s'arrimer ou aurait des atouts pour s'arrimer? Tout ça, c'est à nouveau beaucoup de questionnements et beaucoup de travail à faire, tant par l'administration que par les think tanks, les associations professionnelles et patronales. Alors j'allais vous poser la question, mais je laisse quand même Rachid Sekak réagir éventuellement à ce qui vient d'être dit par Slim. Non, Slim a raison. Je pense que on devrait d'abord rentrer dans le temps de l'observation. Je crois qu'il faut observer. Et on n'observe pas assez. C'est pas chez nous. Pour éventuellement s'adapter à ce qui se fait ailleurs. Alors, je vous pose maintenant la question. Think Tank Care, club d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Quel scénario aujourd'hui vous pouvez envisager à court et moyen terme pour l'entreprise algérienne? Écoutez, moi, j'ai pas forcément de scénario. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il n'est pas possible d'avoir des scénarios si on a des règles qui sont sur un horizon de vie très court, même si on ne peut se féliciter que des quelques petits changements, des initiatives de changement sont là et ici et là. Sont intervenues. En revanche, il y a une urgence. L'urgence, par exemple, c'est la trésorerie des entreprises. Les entreprises ont besoin d'argent pour fonctionner. Pour payer les salaires, pour payer les impôts et tout le reste. Donc nous, déjà, par notre petite action, à laquelle d'ailleurs Rachid a longuement participé dans sa concrétisation, et c'est en train d'aboutir, il ne reste plus qu'à légiférer, le factoring. Donc ça veut dire que les gens vont pouvoir avoir rapidement leur argent, donc le cycle de trésorerie va être raccourci, donc les gens ne vont pas d'avoir besoin de mobiliser beaucoup de fonds de roulement pour fonctionner ou demander des crédits pour financer leurs fonds de roulement. Ils vont pouvoir juste remettre leur facture à un organisme de factoring qui va leur remettre X% du montant de la facture jusqu'à échéance de la facture, si elle est payable à 30, 40 ou 60 jours. Donc ça, c'est un premier travail qui a été fait au niveau de CARE, parce qu'on a essayé de regarder quelles sont les choses qu'il faut régler rapidement. La deuxième chose qu'il faut régler rapidement, de mon point de vue, c'est les mécanismes de faillite. L'Algérie ne s'est jamais dotée de mécanismes de faillite et d'accompagnement d'entreprises comme aux États-Unis, ils ont le chapitre 11. Dans les pays voisins, ils ont aussi des mécanismes de protection des entreprises en faillite. Nous n'avons aucun mécanisme de protection d'entreprises en faillite. Et les entreprises en faillite sont livrées à elles-mêmes. Non, pire. Non, c'est plus grave encore, et je vais être très agressif sur ce sujet-là. Les entreprises en faillite sont considérées instantanément comme suspectes et sont rangées directement dans la grande boîte de la pénalisation du fonctionnement de l'économie algérienne. Vous êtes en faillite, vous êtes suspect, vous avez volé. Donc si vous avez volé, vous êtes... la casse-prison, c'est pire que le Monopoly. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver tout de suite à la casse-prison. Vous êtes en faillite, vous allez d'abord en prison et après on discute. Ça ne doit pas être comme ça, ce n'est comme ça nulle part dans le monde. La faillite est quelque chose de normal dans la vie d'une entreprise. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises doivent être en faillite, mais une entreprise, dans son cycle de vie, peut faire face à de grosses difficultés, des phases difficiles, qui l'exposent à des faillites. Le monde entier a des mécanismes de protection, des gens qui viennent afficher la bienveillance des pouvoirs publics vis-à-vis de sa richesse, ces entreprises. Donc, ce point-là, nous battons pour qu'il soit traité, et on espère vraiment qu'il sera traité. Un autre point qu'il faudra inclure, évidemment, dans ce processus, certainement de faillite, mais tout ce moratoire bancaire, je le disais tout à l'heure, qui est trop court. Moratoire bancaire, il va falloir qu'on rediscute, c'est-à-dire que toutes les banques doivent s'asseoir et rediscuter l'endettement des entreprises, restructurer l'endettement des entreprises et les accompagner. Je partage ton avis sur ce point spécial. C'est que, alors, bon, très clairement, les banques publiques détiennent 88% des crédits à l'économie, ou 87 ou 88%.
Le problème des restructurations de dette, il est très, très mal traité par les banques publiques. Il est très mal traité puisque les banques publiques, elles attendent toujours des injonctions, elles attendent toujours des injonctions administratives, des modes de restructuration de dette. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Hein. On doit restructurer les dettes non pas sur des injonctions ou des mécanismes administratifs, on doit restructurer les dettes des entreprises sur la base de business plans et sur la base de ces entreprises, de leur capacité à rembourser. C'est pas un problème administratif, c'est un problème économique. Juste pour compléter ce que dit Rachid, sur la restructuration des dettes bancaires, il y a eu, juste avant du Covid, il y a eu une décision qui a été prise plus ou moins pour parler de restructuration. Ils ont employé la phrase qui tue. Ils ont coupé complètement le processus en disant les entreprises méritantes. Mais c'est quoi ça? Sur quelle base? Sur quelle base? D'abord, on est dans une situation exceptionnelle, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On restructure tout l'endettement. Quoi qu'il en coûte. Hein, ou quoi qu'il en coûte. Soit on restructure pas. Deux poids, deux mesures, carrément. Dire méritante, c'est la porte ouverte à tous les déplacements et c'est la porte ouverte au dernier point que je voulais aborder, c'est tout le processus de débureaucratisation de l'économie algérienne qui est visiblement entamée. Là, on en entend parler à droite, à gauche. D'accord. Mais on ne peut pas continuer à accepter de dire tiens, aujourd'hui c'est une catastrophe, il y a un tsunami sur l'Algérie, ouais, il y en a, on va leur donner un gilet de sauvetage, les autres ils peuvent couler. Il faut arrêter ça. C'est tout le monde ou rien. Le TBN, le dernier tableau de bord de l'économie nationale, c'était l'été dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, il prend en compte ce contexte pandémique, justement, pour parler de l'entreprise algérienne? De façon très courte, le TBN est une grande fierté pour le think tank CARE. Le tableau de bord de l'économie nationale, on voit que les gens commencent à s'intéresser à ce produit. Ce produit avait pour objectif premier, c'est de mettre à disposition de tout un chacun, la société civile, les partis politiques, les institutions nationales, les institutions internationales, un site internet dans lequel il y a quasiment toutes les informations possibles, non secrètes, puisqu'on a le culte du secret ici, non secrètes et non ultra. Et on a la difficulté d'accès à l'information économique. Oui, ce n'est pas des difficultés parce qu'on est nourri par ce culte du secret. Donc, on voulait d'abord construire ce site et mettre à disposition. Mais on voulait aussi, surtout, mettre en lumière les trous dans ce site. C'est-à-dire quelqu'un qui veut accéder à une information qui est censée être disponible. Et on voit très bien que si vous cliquez, elle n'est pas disponible. La faute à qui ou pourquoi? Pas la personne. Parce que l'institution chargée de la produire ne l'a pas produite ou ne l'a pas produite à temps. Donc, c'est très important, et on l'a signalé à plusieurs reprises au gouvernement, on a dit, il faut que les institutions fassent leur travail. Il faut qu'elles produisent l'information qu'elles sont censées produire en vertu de la Constitution algérienne. C'est du respect pour le citoyen et c'est aussi une façon de respecter la Constitution. C'est ça être légaliste. Ton devoir, c'est de me fournir à moi en tant que citoyen cette information, tu me la fournis. Ne me dis pas, je vais te fournir l'information de 1998 ou 1999. Je veux l'information de 2020. On est en 2021. À la fin de l'année 2021, je dois tout avoir. Et c'est à ça que doit servir le TBN. Et c'est un très bel exemple. Et j'espère que d'autres institutions vont s'emparer de ce produit, puisqu'on a déjà eu, avant que le CNES s'intéressait à ce produit-là, nous, on peut leur mettre à disposition, ils peuvent s'en emparer, où ils sont en train de faire un produit encore visiblement mieux élaboré parce qu'ils ont accès à plus d'informations, peut-être, je n'en ai aucune idée. On est preneur. Le plus important, c'est que l'information soit libre d'accès pour tout le monde et qu'on puisse avoir une belle photographie, une photographie le plus proche de la réalité, de la situation. La plus réaliste possible. De l'économie algérienne. Alors, il y a une dernière question que j'ai envie de vous poser pour clore le débat, mais Rachid Sekak, l'accélération de la numérisation, on ne peut pas y passer à côté. L'Algérie a un coup à jouer, à votre avis, surtout avec toutes les start-up qui naissent un peu partout? Alors, très clairement, une des conséquences du Covid, c'est que la crise sanitaire Covid, elle a induit des modifications de beaucoup de choses. Elle a induit des modifications des modes de consommation, des modes d'organisation du travail. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un e-commerce qui augmente,
on voit du télétravail qui augmente, on voit une utilisation plus marquée des services en ligne. Donc tout ça, c'est l'accélération de la numérisation de l'économie. Alors, chez nous, on observe une volonté politique, soyons clairs, très forte de développer un écosystème favorable à toutes ces évolutions, notamment au développement des startups. Mais pour l'instant, force est de constater que nous restons très largement dans ce domaine, dans le volet événementiel et dans le volet anecdotique. C'est sympathique. C'est très sympathique, mais ça fait pas de la croissance. On attend trop des startups. On attend trop des startups, et je pense que la déception risque d'être au rendez-vous. Par ailleurs, soyons très très clairs. Pour parler de numérique et de digital, il faudrait d'abord consacrer des investissements colossaux d'infrastructures qui seront absolument nécessaires pour atteindre un niveau de connectivité de haute qualité qui est loin d'être le cas chez nous. Une connectivité de haute qualité, c'est la base de tout numérique, de tout digital. Si elle n'existe pas, il n'y aura ni numérique ni digital. Alors, ce que j'ai envie de dire sur ce volet-là, c'est que j'ai envie d'appeler la diaspora, parce que je pense que dans ce domaine particulier du numérique, du digital, la diaspora regorge de talents. J'en connais des centaines qui regorgent de talents. Cette diaspora a un rôle potentiel important à jouer. Elle doit le jouer, et les autorités politiques doivent être là pour les aider à jouer ce rôle qui leur revient au moins partiellement, naturellement. Dernière question rapidement, monsieur. Oui, Slim, rapidement sur ce point. Oui, je voudrais juste rebondir rapidement, parce que c'est très important ce que vient de dire Rachid. Et puis la question est très très importante, mais je ne vais pas aller dans le détail sur le numérique, je vais juste illustrer un propos. La semaine dernière, on a fait rêver la jeunesse algérienne par médias interposés faussement. On est très fiers de notre diaspora. Notre diaspora peut avoir un rôle important. Mais on a eu la démonstration que notre diaspora, quand elle est à l'étranger, elle est capable de lever des fonds. La preuve, Yassir est basé dans la Silicon Valley. Il a fait sa levée de fonds en Silicon Valley. Ce n'est pas une entreprise algérienne. C'est une entreprise détenue par un Algéro-américain. Soyons clairs. C'est très important de dire ça. Pourquoi ? Parce que si vous vous basez sur le fait que Yassir est une entreprise algérienne et qu'elle a fait une levée de fonds, la loi lui interdit de faire cette levée de fonds. La loi même lui interdit. Donc, c'est ça qu'il faut commencer par changer. Puisque ce jeune homme peut le faire à partir de la Silicon Valley. D'accord ? Pourquoi ne peut-il pas le faire à partir d'Alger, de son pays ? Pourquoi ? Parce que l'environnement ne lui permet pas, les lois ne lui permettent pas. Donc, ces gros titres de Yassir a levé 30 millions de dollars. Yassir USA a levé 30 millions de dollars pour son développement international. Yassir Algérie n'a pas levé 30 millions de dollars pour son développement international. Et ça, c'est un point extrêmement important qu'il faut vraiment... Deuxièmement, très rapide, les startups, c'est très important qu'elles s'appuient sur la commande publique et des grands groupes. La commande publique ne fait pas encore confiance aux startups. D'accord ? Donc, oublions ça. Et le secteur privé, les grands groupes privés aussi ne sont pas encore très à l'aise avec les startups. Dernier point fondamental. Nous avons besoin des accords internationaux, de remettre en marche nos accords internationaux, l'accord de la zone africaine de libre-échange, l'accord avec l'Union européenne, la grande zone arabe de libre-échange, etc., etc. C'est ça qui va donner véritablement du rythme et du tempo à notre économie. 30 secondes, messieurs, parce que nous devons rendre l'antenne. Mondialisation, relocalisation, aujourd'hui, le débat est fort là-dessus. Que vous inspire cette question en 30 secondes ? La mondialisation était déjà contestée bien avant le démarrage du Covid. La mondialisation, elle était plongée dans le coma depuis le krach de 2008. L'activité de l'OMC était réduite à, pour ne pas dire quasiment existante, et le cadre multilatéral était complètement déstabilisé par la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Alors, bien évidemment,
la pandémie a donné lieu à l'émergence de nouveaux sujets de préoccupation, notamment parce que ils ont été notamment accompagnés, excusez-moi, de discours à base de surenchères démagogiques provenant des mouvements populistes, hein, notamment en ce qui concerne la réindustrialisation de certains pays développés. Les dérèglements de la chaîne des chaînes de valeur mondiales ont donné lieu à des pénuries importantes. Elles ont favorisé la montée des inquiétudes et des inquiétudes des opinions publiques. Mmh. Ça a conduit à une tension très forte en faveur du protectionnisme et bien évidemment la volonté politique un peu partout de relocalisation des chaînes de valeur, notamment à cause de la perception un peu partout d'une dépendance trop grande vis-à-vis de la Chine. Alors, comment ça va se terminer ? Moi, je pense que la raison et la concertation vont l'emporter. Historiquement, très honnêtement, quand on analyse les pandémies du passé ont toujours conduit à la reconstitution des sociétés sur des bases nouvelles. Je pense très objectivement que le Covid ne fera pas exception. Slim, en 30 secondes. Très court, bref, je pense que nous avons une carte à jouer encore une fois avec l'Europe sur de nouvelles bases. L'Europe qui est probablement la plus grande économie au monde en termes de PIB, elle est aux portes de l'Algérie. Nous devons rapidement rediscuter. Nous avons besoin de l'Europe parce que nous manquons de savoir-faire. Notre diaspora est installée en Europe, majoritairement. Nous avons besoin de cette diaspora. Nous avons besoin de ce voisin avec qui nous échangeons. Nous avons besoin de lui montrer qu'on est juste à côté, la chaîne de valeur, justement, est extrêmement courte pour ce qui concerne des problèmes de relocalisation, quoique je n'y crois pas sur, encore une fois, un horizon de 24 à 36 mois. C'est trop court. Très bien. Merci Slim Othmani, président de CARE, et Rachid Sekak, expert financier. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. C'était Insight en direct. Bonsoir.